Au début, ils voient qu'on a une petite réticence et après, bon, ben, je dis: «Ben, voilà, c'est l'heure de la fin de ma mission». «Ah, ben, déjà, où ça va?» Ben, il me dit: «Ben, oui», mais il me dit: «Ben, demain, je reviens». «Ah, ben, elle est bien ma fille, ben, si on revient». «Ben, demain, on revient?» Elle me dit: «Oui, demain, on sera là». Ben, voilà, petit à petit, ça s'installe la confiance et c'est ça qui est bien. Bienvenue, je suis Mélanie Gaonac du GIPSAP et aujourd'hui donc on va parler d'un métier essentiel mais encore trop souvent méconnu, le métier d'aide à domicile. À l'occasion de la Journée nationale des aides à domicile, donc qui est créée en 2023 à l'initiative de Jean-Christophe Combe, on a fait le choix de partir donc du réel, du vécu, du quotidien. Parce que derrière ce métier, il y a avant tout des personnes fortement engagées, donc qui accompagnent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, au domicile. À La Réunion, la population vieillit, donc les besoins augmentent et de plus en plus donc, de familles font appel à l'aide à domicile. 181 000, c'est le nombre de Réunionnais de plus de 60 ans, soit 21% de la population. Et en 2006, on passe à 26%. C'est dire donc le besoin d'accompagnement de ce public. On sait que nos gramounes aiment rester chez eux, vieillir chez eux, garder leurs habitudes, rencontrer Madame Paillette dans le quartier, connaître, aller à son marché, voilà. Donc garder ses habitudes et qui permet effectivement à ces personnes de continuer leur vie de tous les jours, ce sont les aides à domicile. Le secteur recrute, les besoins sont là. Et aujourd'hui, donc, sur cette émission, on va accueillir donc, des professionnels qui vont apporter leur vision, leur regard sur ce métier. Et notamment, donc, on va partir du parcours personnel justement d'une aide à domicile. Donc, on accueille aujourd'hui Anne-Sophie Deché. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est responsable régionale de la Fédération des particuliers employeurs, donc la FEPEM. Ophélie Brodel, qui est psychothérapeute. Bonjour. Et Catherine, qui est aide à domicile. Bonjour. Donc Catherine, on va démarrer tout de suite par toi. J'aimerais savoir donc, pourquoi tu t'es orientée vers ce métier. Pourquoi ce choix? Ben, en fait, pourquoi ce choix? Parce que moi, c'est un métier qui est proche de l'humain. Et puis, ben, comme tu disais tout à l'heure, la population est vieillissante, donc a besoin des personnes comme nous pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'occuper d'eux, pour leur permettre de garder leur autonomie, les aider dans les tâches quotidiennes de tous les jours, ben, faire à manger, les accompagner, les aider à faire le repas et puis de l'accompagnement aussi, faire des activités avec eux. Parce que très souvent, ces personnes-là, ils se sentent seuls. Certes, ils ont leur famille, mais nous, aide à domicile, nous sommes un rayon de soleil pour ces personnes-là. C'est nous qui arrivent le matin, c'est nous qui ouvrent leur porte. C'est nous qui apportons du baume au cœur pour eux. Donc, ben, le matin, moi, mon quotidien, c'est que j'arrive, j'ai un planning, je conçois le cahier de transmission parce qu'on travaille en équipe. Et quand j'arrive, ben, c'est aide au lever, aide à l'habillage, préparer le petit déjeuner, entamer la discussion, la communication pour demander comment ça s'est passé la nuit, si on a bien dormi et tout. Et puis après, bon, ben, ça s'enchaîne par la préparation du repas. Et puis aussi, bon, ben, il y a des courses et faire un petit peu l'entretien du logement. Et surtout, très souvent, ces personnes-là aiment bien parler, aiment bien raconter ces petites anecdotes. Et puis, ben, moi, je suis là pour les rassurer et puis aussi créer un lien social avec ces personnes-là. Et puis avoir de l'empathie. Il y a aussi le relationnel. Et puis, bon, ben, ma journée, ça s'enchaîne après avec d'autres bénéficiaires. Parce que, bon, ben, il y a le déplacement, je vais d'un domicile à un autre. Et puis, chaque personne a un besoin différent. D'accord. Ta journée type, tu nous l'as décrite, qu'elle est méconnue. Parfois, on pense mal. Qu'est-ce que les personnes, avant que tu exposes justement ton métier, qu'est-ce qu'ils imaginent mal? Ben, en fait, ces personnes-là, très souvent, ce qu'ils imaginent que, voilà, on arrive avec notre tenue, le tablier blanc, ben c'est la femme de ménage qui arrive.
Mais en fait, on n'est pas la femme de ménage. On va faire un peu, c'est pas le ménage, c'est l'entretien. C'est pour permettre aussi de ces gramounas de garder leur autonomie. Nous, ce qu'on fait, c'est de les inciter à participer avec nous pour faire le travail, pour faire un peu de ménage, le rangement dans la maison. Mais les proches, pour eux, ils voient ça comme une voie de garage. Mais en fait, c'est pas une voie de garage, parce que derrière ça, il y a une dimension humaine. Parce que nous, on ne fait pas que le ménage. Nous, on est là pour accompagner, pour aider, pour assurer, pour écouter, pour être proche de ces personnes. C'est ça, en fait. Il faut qu'ils comprennent. Il faut mettre l'accent là-dessus. C'est que ce métier d'aide à domicile, il faut que ça soit reconnu. Il faut que ça soit valorisé, avoir de la valeur. Mais arrêtez de donner cette image de femme de ménage. Merci. Donc, on comprend bien que ton métier, ce n'est pas seulement faire à la place d'eux, c'est accompagner et assurer et puis les faire participer pour qu'ils puissent garder leur autonomie. Et puis aussi pour qu'ils gardent des repères, parce que ces personnes âgées-là aiment bien rester chez eux. Ils sont dans leur petit cocon, ils ont leur jardin, ils ont les voisins à côté, les copains, les copines qui viennent les voir. Et puis aussi faire les activités avec eux. Et aussi, très souvent, ces personnes âgées, ils aiment bien parler du passé. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut pouvoir aussi trouver des mots bien, des mots justes pour aller rassurer ces personnes-là, pour les valoriser. Ophélie, je me retourne vers toi. Quand tu entends ce témoignage, qu'est-ce que cela t'évoque ? Pourquoi ce métier est-il engageant émotionnellement ? Qu'est-ce qui peut peser à la longue ? Déjà, Catherine, moi, quand je t'entends parler, ce qui me vient tout de suite, c'est à quel point on ne pense pas que c'est un métier exigeant. Exigeant qui va être source d'épuisement physique et psychique. Dans ce que tu décris, oui, l'humain est bien au cœur de ce métier. Et en même temps, tout le paradoxe, c'est que quand on fait des métiers où l'humain est au cœur, ça génère une forte charge émotionnelle. Et dans le cas des métiers d'aide à domicile, cette charge émotionnelle, elle est vraiment, mais c'est le moteur pour moi qui est plus que nécessaire à l'empathie en fait, pour pouvoir accompagner justement, les aider à exister, être disponible pour eux. Puis ce qui n'est pas simple aussi par rapport à cette fameuse charge émotionnelle, c'est que, comme tu l'as dit, tout au long de la journée, tu vas intervenir dans différents domiciles. Donc à chaque fois, tu vas devoir t'adapter à l'intimité de l'autre. Ça veut dire que tu vas devoir t'adapter aux codes sociaux du bénéficiaire, voire des autres membres de la famille s'il y en a, au mode de fonctionnement du coup de ce bénéficiaire-là, et que tout ça, ça va générer chez toi des émotions, comme tout un chacun, mais toi tu vas enchaîner comme ça des émotions négatives, positives, tout au long de la journée, plus, et là-dessus j'insiste parce que souvent on n'en a pas conscience, plus tu vas te retrouver à prendre les émotions du bénéficiaire. Et pareil, des émotions qui vont être positives comme des émotions qui vont être négatives. C'est pour ça vraiment que j'insiste là-dessus, parce que souvent quand on ne connaît pas ce métier-là, on ne se rend pas compte à quel point, moi je vois dans mes accompagnements avec vous, à quel point la charge émotionnelle, c'est un très très lourd poids invisible, à laquelle se rajoute du coup une charge dite relationnelle, parce que il faut, comme tu l'as dit, souvent vous êtes le premier lien du bénéficiaire, et à ça on rajoute une fatigue compassionnelle, donc c'est un métier vraiment qui est humainement très intéressant, mais oui, qui demande à être en grande capacité de donner de soi. Catherine, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'Ophélie a exposé ? Oui, je me reconnais dans ce que Ophélie, elle vient d'exposer, parce que en fait, pour faire ce métier-là, il faut aimer, il faut avoir de l'empathie, et puis aussi, il faut aussi savoir décharger la charge émotionnelle, parce que
quand on a fini de travailler sa journée, certes que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs bénéficiaires, il y a plusieurs passages par jour. Pas toutes les personnes ont les mêmes besoins. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir parler. Il y a des personnes qui se confient. Donc, tout ça, ça fait gros. Et après, il faut rentrer à la maison. Il faut savoir décharger et extérioriser tout ça, laisser dans le coin de la tête et pouvoir reprendre sa vie de famille. Et puis, je veux dire, pour ça, j'ai été formée. J'ai des expériences, j'ai des compétences. Donc, je sais comment s'y prendre, comment faire face à des situations, à des imprévus, à des petites choses de la vie quand les personnes racontent, de ne pas tout prendre sur moi. D'accord. Et par rapport à ces différentes situations, est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres ? Oui, très souvent, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Mais ce que moi, c'est bien, c'est que nous, à la LEFPA, on a une équipe soudée. Et puis, on va demander conseil. Il y aura toujours de l'aide de la responsable et puis de ses collègues qu'en cas de difficulté, ils vont remonter le moral. Ils vont dire, non, il faut faire, tu sais, il ne faut pas s'y prendre comme ça. Donc, il y a une équipe qui est là. Donc, je sais que je suis rassurée, je ne vais pas rester comme ça. Ophélie, je reviens vers toi. Est-ce qu'il y a des outils, justement, pour pouvoir faire face à ces différentes situations ? Moi, j'imagine effectivement, par exemple, le deuil, parce qu'on parle justement qu'émotionnellement, on est engagé, donc on s'attache justement à ces personnes. Quels sont les différents outils qui peuvent être utilisés et qui pourraient accompagner effectivement les aides à domicile ? Alors déjà, on va déjà aussi différencier qu'il y a plusieurs situations dites complexes et que ces situations, j'ai envie de dire, on ne va pas tous les vivre de la même manière et même une situation qui peut être très complexe pour quelqu'un d'autre le sera moins pour tel intervenant à domicile que pour son collègue. Parce que justement, par rapport à Catherine, ce que tu disais, c'est cette fameuse notion de décharge. C'est qu'il y a des personnes qui sont pas capables de réussir à décharger seules. Donc, qui vont garder. Et plus on garde, plus à des situations un petit peu délicates, ça va tout de suite prendre des grosses tournures. Je vais penser... Par exemple, nous, on a des personnes qu'on accompagne par rapport à des bénéficiaires qui sont en fin de vie ou des décès inattendus. On va aussi avoir des cas d'accompagnement de démence ou des situations d'agression. Et je vais donner un exemple très bête. Un intervenant à domicile qui aura appris à décharger et quelle est la bonne distance à mettre en place, le vivra beaucoup plus sereinement malgré la difficulté de l'épreuve qu'un intervenant qui n'a pas de lieu pour décharger ou du coup, ça va en gros être la goutte de trop qui fait que ça va exploser. Et oui, et le mieux, c'est du coup de ne pas attendre d'exploser avant de décharger, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'au GIPSAP, on a mis en place, nous, notre plateforme d'écoute et de soutien des aides à domicile. Le principe, c'est vraiment que tous les intervenants à domicile, peu importe l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ils puissent nous appeler pour verbaliser en fait sur leur situation, sur leurs difficultés, que ce soit difficultés professionnelles ou tout simplement une situation au travail qui emmène un renvoi dans la vie personnelle. Ça aussi, on peut accompagner là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment dans un esprit d'aider à décharger pour pas tout garder, parce qu'on sait très bien que quand on garde, j'insiste dessus, mais c'est comme ça qu'on va au burn-out. Oui. Surtout que ça reste quand même une profession où la santé mentale est souvent un petit peu omise, alors qu'au contraire, moi je dis toujours, pour bien accompagner, il faut être soi-même bien en fait. Si nous n'allons pas bien, on peut pas être disponible psychiquement pour un bénéficiaire, donc ça c'est vraiment très très important là-dessus. Donc oui, des dispositifs comme nous, la plateforme,
Le but, c'est vraiment de faire comprendre aux aides à domicile qui appellent, peu importe la problématique, que vous pouvez exister, mais que vous pouvez exister en tant qu'humain. C'est-à-dire que derrière la profession, il y a un humain qui a ressenti des émotions, chez qui c'est venu toucher certains points qui ont besoin d'être verbalisés. C'est vraiment ça ce qu'on essaye de mettre en place avec cette plateforme. Merci Ophélie. Donc là, on a vu vraiment l'aspect émotionnel. Bon, elle y est tout au long de ce métier, mais on va aussi voir que pour intégrer ce métier, il y a plusieurs possibilités. Donc là, je me tourne vers toi, Anne-Sophie, parce qu'effectivement, une aide à domicile peut entrer dans ce métier, soit effectivement en étant salarié d'une structure, mais aussi salarié d'un particulier employeur. Ma question est de savoir concrètement comment ça se passe, pourquoi le cadre et les droits sont-ils essentiels? En effet, c'est important, Mélanie, qu'on parle des particuliers employeurs, parce qu'à La Réunion, nous sommes 38 000 particuliers, donc des personnes physiques, comme tu disais, c'est pas une entreprise ou une association, il n'y a pas de but lucratif. Nous employons pour certains des employés familiaux qui sont là pour nous accompagner pour tout ce qui est entretien de la case, le repas, le repassage. Ça peut être aussi des assistants de vie auprès de personnes en perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap. Nous avons aussi tout ce qui est garde d'enfants, assistant maternel pour nous. Tout ça, ça englobe les aides à domicile. C'est pas uniquement des personnes qui accompagnent des personnes âgées. C'est vraiment plus large. Donc à La Réunion, nous comptons 22 000 salariés des particuliers employeurs. Ça équivaut à 8 000 emplois en équivalent temps plein. Donc c'est quand même un secteur créateur d'emplois qui répond à de vrais besoins de la population. De manière générale, ça représente 11% des ménages qui font appel à ces salariés à domicile. On peut devenir particulier employeur par deux moyens, donc soit de manière directe, un salarié et un particulier se choisissent librement. Donc là, le particulier est employeur, il endosse le rôle de l'employeur avec toutes ses responsabilités. Il doit effectuer toutes les démarches, que ce soit la déclaration au niveau des services de l'URSSAF. Donc c'est facilité désormais, c'est par le biais du chèque emploi-service et du CESU. Il doit aussi faire tout ce qui est en lien avec la relation de travail et tout gérer seul. Le salarié, de son côté, ça lui permet de découvrir un métier où il faut qu'il soit autonome, en fait, parce que c'est lui qui doit effectuer ses démarches pour trouver un particulier employeur. Mais c'est aussi une certaine liberté, c'est-à-dire qu'il peut choisir en négociant librement avec cet employeur particulier les jours où il peut travailler, ses horaires, négocier son salaire. C'est vraiment un environnement à but non lucratif. Donc là, le particulier employeur ne paye que le salaire et les cotisations sociales du salarié. Ça, c'est l'emploi direct pur. Et puis, les particuliers employeurs peuvent passer aussi par des structures qu'on appelle des structures mandataires. Il peut s'agir d'associations, d'entreprises ou de CCAS qui ont ce rôle de facilitateur pour le particulier employeur. C'est-à-dire que cette structure mandataire va aider dans les démarches administratives pour faire le contrat, pour recruter, donc moyennant des frais de gestion. Mais ça peut être un facilitateur, c'est souvent utilisé par des personnes âgées. Mais quand on ne se sent pas d'assumer complètement ce rôle et qu'on veut être accompagné, on peut faire appel aux structures mandataires. D'accord. Je souhaite m'embaucher une aide à domicile sur le cadre donc, du particulier employeur. Est-ce que la FEPEM, vous intervenez, vous accompagnez On accompagne de différentes manières en fin de compte. Effectivement, on peut informer sur quels sont les droits et les obligations en tant que particulier employeur, parce qu'il y a un cadre en fait à respecter, une convention collective nationale, celle des particuliers employeurs et des salariés, qui permet effectivement de poser certaines règles, un contrat écrit, cette convention collective nationale d'ailleurs qui est applicable depuis 2022 à La Réunion et dans l'Hexagone, c'est la même pour tout le monde. Elle permet beaucoup d'avantages pour les salariés
pour ceux qui veulent entrer dans notre secteur, à savoir des droits à la formation, des droits à la retraite, à la prévoyance, des droits à la santé, avec un suivi qui est possible, des droits à la formation, j'ai peut-être déjà dit, mais je me répète. Des avantages liés, on peut toucher le chômage, on peut, grâce au fait d'être déclaré à cette convention collective qui est vraiment favorable pour les salariés et pour les employeurs aussi, parce qu'elle permet de simplifier un petit peu les choses. Mais la simplification ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter certaines règles. Donc la déclaration, évidemment, c'est la base. D'autant que ça permet donc d'acquérir des droits quand on est salarié, mais c'est se mettre aussi dans les clous par rapport au travail non déclaré. Il est préférable de ne pas s'y frotter quand même, parce que de plus en plus, on peut, les salariés connaissent aussi leurs droits, donc il est préférable, même pour la sécurité, en cas d'accident, il est préférable de déclarer son salarié. Et puis sachez que déclarer son salarié auprès d'un particulier employeur, quand on est particulier employeur, ça coûte moins cher que de ne pas le déclarer. De lui donner 10 € de la main à la main, ça coûte moins cher grâce au crédit d'impôt, grâce à tout un tas d'aides. Donc c'est complètement stupide de ne pas déclarer son salarié, d'autant que ça lui permet d'avoir de vrais droits et ce sont de vrais emplois. Sachez que dans notre secteur, grâce à la convention collective aussi, il y a une classification des salaires et la rémunération est supérieure à 4% du SMIC. Donc ça, c'est pour encourager les personnes, les chercheurs d'emploi, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui veulent se reconvertir, à entrer dans notre secteur. C'est pas parce que nous sommes des particuliers employeurs que nous ne respectons pas les règles. C'est vraiment très encadré, et la FEPEM aide au respect de ces règles en accompagnant les particuliers employeurs ou les futurs particuliers employeurs. Actuellement, nous avons une convention partenariale avec le département, avec le GIPSAP, pour accompagner les personnes en situation de handicap, pour accompagner les personnes âgées et les proches aidants sans frais. C'est vraiment quelque chose qui permet d'accompagner sur les différentes, toutes les étapes de la relation de travail, du recrutement à la gestion de la formation et au calcul des congés payés, par exemple. D'accord. Merci Anne-Sophie. Je vous en prie. Donc, on vient de parler du métier exercé donc, chez un particulier employeur, mais c'est important de le dire, ce n'est pas aussi la seule façon d'être aide à domicile. On peut être aussi salarié donc, d'un service autonomie à domicile, un SAD, et nous allons accueillir donc, aujourd'hui Monsieur Jean-Hugues Grondin, qui est dirigeant d'une structure, mais aussi le représentant donc, de la FEPS. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour à tous. Jean-Hugues, donc, je le disais, tu diriges un SAD. J'aimerais savoir ta vision. Pourquoi ce métier est-il aujourd'hui indispensable, notamment à La Réunion ? Le métier est indispensable, notamment à La Réunion, mais pas que, même sur le plan national. On a encore eu les chiffres il n'y a pas longtemps de la montée en charge des personnes âgées, et aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les solutions pour bien les prendre en charge, que ce soit en établissement ou à domicile. Plus particulièrement à La Réunion, parce que notre population aussi vieillit, peut-être encore un peu plus qu'en métropole, d'où la nécessité de répondre et de structurer la filière d'aide à domicile. L'aide à domicile, tel qu'on le connaît ou l'a connu jusqu'à aujourd'hui, depuis 1950, c'est sur l'île. Donc on a pris des habitudes, on a pris des façons de faire, on a pris des images qui parfois nous dégradent au niveau de la représentation. Depuis quelques années, depuis 2010-2015, on a mis suffisamment de moyens avec le GIPSAP, avec le département, avec pas mal d'institutions pour essayer de valoriser la filière, structurer la filière, donner de la valeur et de la valeur ajoutée surtout à la présence des aides à domicile, des aides à domicile, ce qui est pas facile à dire, permettra justement ce nouveau regard sur ce métier. Jusqu'à aujourd'hui, on ne le considère pas comme un métier, on l'a dit tout à l'heure, c'est une voie de garage, donc et il faut lutter beaucoup contre ça. Il y a des progrès. L'éducation nationale aujourd'hui vient aussi vers ces métiers-là, commence à former nos jeunes en apprentissage ou en bac pro, et il faut encore continuer davantage. Nous, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Nos rôles d'employeurs de ces aides à domicile, une fois qu'elles sont en mission, c'est de maintenir les compétences, les faire monter en compétences. Mais si on pouvait capter tout de suite des personnels qui arrivent, qui sortent de l'école, du lycée avec une profession, avec une notion des métiers, ça nous avantagerait encore davantage par rapport à aujourd'hui. D'accord. Alors, Catherine, tout à l'heure, nous a parlé effectivement de son métier, sa journée type.
Quelle évolution il va y avoir dans cette profession? Qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager? La vision que moi je partage ou que j'essaie de faire porter avec mes salariés, mes équipes, ou que j'essaie de les tourner vers l'avenir, on va essayer de trouver dans l'aide à domicile, tout à l'heure on a parlé du particulier employeur qui répond à un besoin, j'ai besoin de telle ou telle chose, il n'y a pas à sortir de là, mais qu'après quand nous sommes en établissement ou en SAD comme nous, on doit répondre à une multiplicité de demandes et de besoins. À chaque fois, chaque bénéficiaire ou chaque usager va pas avoir les mêmes demandes. Et je pense que l'évolution va faire qu'à un moment donné, on va travailler plus en tournée. On aura toujours besoin d'aide ménagère qui viendra aider pour des tâches quotidiennes à faire avec, ça va continuer. On aura besoin d'AES, de tournée d'APA et de PCH, là où ça vraiment se sera de l'aide humaine à 300%, pour qu'ensuite, chacun dans ses catégories, ses façons de travailler, pourra agir. La grosse difficulté, et là je parle aussi sous le gouvernement de Catherine, qu'on rencontre aujourd'hui, il est difficile d'entrer dans un domicile. D'ailleurs, les nouveaux textes veulent que nous demandions l'autorisation d'entrée. Aujourd'hui, maintenant il faut demander l'autorisation d'entrée, de se faire accepter. Et souvent les personnes et la famille disent il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages, ça fatigue, c'est ceci, cela. Mais il faut faire évoluer ces mentalités. Parce qu'une personne qui est qualifiée pour faire de l'accompagnement, pour faire de l'APA, pour faire de la PCH, pour prendre des cas lourds, on parlait des cas complexes tout à l'heure, il faut une charge mentale. On a beau former énormément de personnel, mais pas tout le monde est au même niveau. Il faut aussi se le reconnaître. C'est pas juste une façon de voir. Donc catégorifier comme ça correspondrait aussi à nos conventions collectives. Chaque métier avec une ligne de salaire. Les aides à domicile prendraient leurs responsabilités chacun dans leurs tâches, et toute cette filière pourra s'étendre jusqu'au responsable de secteur et à la direction pour que la filière soit vraiment une filière de métier. Là, je pense qu'on aura gagné quelque chose et on va arrêter de regarder l'aide à domicile comme la nénenne, la bonne et des choses comme ça. Et c'est de longue haleine. Et concrètement, en tant que dirigeant, comment vous tendez vers cet accompagnement de vos professionnels? Formation. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement. J'ai dit, et je remercie parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont décidé de rentrer là-dessus, l'Éducation nationale et le rectorat, d'aller vers ces métiers. Et je travaille aussi avec eux sur la mise en œuvre de cette affaire-là. Il faut former. Parce que quand on va former nos professionnels, souvent je dis à mes équipes, le mal n'est pas dehors, le mal est en nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment formés pour que quand nous arrivons chez un bénéficiaire, on ne se considère pas comme un professionnel. Donc automatiquement, on n'est pas reçu comme un professionnel. Alors que si on arrive avec cette posture, on aura gagné quelque chose. Aujourd'hui, j'embauche suffisamment de personnes, parfois avec des titres, mais parfois sans titre, juste avec une expérience antérieure, des choses comme ça. Une fois qu'elles sont chez nous, il faut les former. Mais après, là, c'est des formations de longue haleine, on peut les amener à des titres. Et au fur et à mesure, ces titres vont encore aller par des passerelles, monter encore un peu plus. J'ai le cas chez moi de personnes qui sont rentrées sans diplôme, comme ça. Au bout de quelques temps, à passer un bac professionnel. Au bout d'un quelques temps, à passer l'AES. Au bout d'un quelques temps, est devenu aide-soignant. Et elle m'a dit dernièrement, dans 1 an ou 2, je suis infirmière. Donc, vous voyez, il y a une possibilité de carrière. Bien entendu, un investissement humain derrière. Mais c'est notre rôle à nous, après, d'encadrant, à travers la FEPS et toute notre fédération, d'encadrer ces formations et de pouvoir les faire monter en compétences. D'accord, merci. Catherine, je voyais que tu réagissais, oui. Je rebondir dessus à ce que M. Grondin a dit. Effectivement, il y a des jeunes qui viennent du lycée qui font des stages. Ben, moi-même, j'encadre des stagiaires. De l'AFPA ou du lycée du port de l'Ouest, et pendant 3 semaines. Et c'est pas ces enfants, mais ces personnes-là, je vois que elles sont investies, elles veulent apprendre le métier. Et moi-même, j'ai commencé sans diplôme. Donc, quand moi j'ai fait mon entretien, la personne me dit que oui, mais vous n'avez pas le diplôme. Moi, j'ai dit que oui, j'ai pas le diplôme, mais j'ai des compétences. Parce que moi, j'avais ma grand-mère, j'ai mes grand-mères, grand-père, je m'occupais d'eux.
Et donc, du coup, après, on m'a donné un essai d'un mois. Et ça s'est fait tout seul. Au début, j'appréhendais un petit peu. Bon, c'est vrai, comme vous dites, à se faire accepter chez ces personnes-là, c'est pas facile. Parce que ces personnes-là sont un peu réticentes. On peut apprendre qu'ils ne savent pas qui je suis. Parce que là, je vais rentrer dans leur intimité. Ouvre l'armoire, ouvre le buffet, ouvre le frigidaire. Ils ont peur. Très souvent, ces personnes-là ont peur parce que pour leur argent, déjà ça, la carte bancaire, le porte-monnaie, le sac. Mais moi-même, au tout début, l'impression que j'ai donnée, c'est de mettre en confiance. Moi, des autres comme ça là, moi, je n'ai pas là pour niveau les autres, moi. Moi, je suis là pour aider les autres, pour vous accompagner, pour rassurer les autres, pour aider les autres dans les tâches de la vie quotidienne, faire que les autres manger. Mais ça ne va pas rentrer trop dans votre intimité, mais dit, moi je vous invite à venir avec moi, venez, on va faire la chambre avec. Ou dire-moi comme ça là, ou veut mettre se taper la souris, c'est pas moi qui choisis pour eux. C'est eux qui disent moi quoi il faut faire. Moi les déterminer à faire le repas, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous voulez manger ensemble. Je fais le repas sans pour autant de faire de moi-même. Parce que je sais que les petits cramounes, eux, ils aiment bien à l'ancienne faire le repas. Mais très souvent, il y en a qui ont des restrictions. Par exemple, pas trop de graisse, on a le diabète, on a le cholestérol. Ensemble, moi, ma prévention, c'est de dire, non, il faut pas qu'on mange trop gras, il faut pas qu'on mange trop salé. Mais ça, c'est à eux de mettre en convenance. Donc, petit à petit, ça s'est installé la confiance. Après, au début, ils voient qu'on a une petite réticence. Et après, quand je dis, voilà, c'est l'heure de la fin de ma mission. Ah, déjà, où ça va? Il me dit, oui, mais il me dit, demain, je reviens. Ah, elle est bien, ma fille, si on revient. Demain, on revient. Il me dit, oui, demain, on sera là. Voilà, petit à petit, ça s'installe la confiance. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Et avec ça, après, au fur et à mesure, c'est parti pour moi. Je me suis épanouie dans ce travail-là, qui est vraiment un travail formidable, humain, créer un lien social avec ces personnes-là. Mais c'est chouette parce qu'on a plein de trucs avec ces personnages-là. Des fois, ils racontent des petites anecdotes de notre passé. Moi aussi, dedans, je me mets au goût avec eux. Je parle aussi. Des fois, je connais un petit peu l'histoire. Je reviens dessus. Il me dit, oui, on l'a fait comment? Il y en a qui ont, madame, les morts. Les autres, ils reparlent toujours de ça. Comme si les encore vivants, ils disent, on connaît, elle était aime ça. Là, j'essaie de commenter un petit peu avec les autres, sans trop partir, pour pas après que ça arrive. Des fois, il y en a qui pleurent, qui parlent de ça. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Pas remuer, comme il dit, le passé, mais parler bien, tranquillement, pouvoir les mettre en confiance, voilà. Les accompagner. Les accompagner. Dans ce que tu dis aussi, ce qui est important, Catherine, c'est à quel point tu montres que tu es là pour les accompagner à accepter leur perte d'autonomie et pas leur faire croire qu'ils sont inaptes. Parce que souvent aussi, je vois beaucoup de personnes ont la croyance qu'une fois qu'un intervenant à domicile va venir, ça veut dire que je ne suis plus capable. Alors que non, ce n'est pas ça, c'est juste que tout le monde vieillit. On fait les choses différemment et toi, ton travail, c'est vraiment d'accompagner à apprendre à faire différemment et pas de faire à la place d'eux. Et ça, tu le soulèves très bien. Voilà, de maintenir l'autonomie, de les permettre de garder toujours leur repère, pour qu'ils sachent toujours où ils sont, surtout qu'ils restent chez eux, qu'ils ne pensent que très souvent, il y a des familles qui veulent envoyer ces personnes-là à l'EHPAD. Mais moi, je dis que ces gramounas, ils devraient rester chez eux, parce que ça, c'est leur repère pour garder leur dignité aussi. Donc, on entend qu'avant les diplômes, il y a les qualités humaines. Oui. Alors, quelles sont les plus importantes dans ce métier ? Pourquoi ces compétences sont-elles de plus en plus reconnues ? Pour cela, nous allons consulter Madame Sandrine Voisin, qui est directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications de l'excellence, solidarité et bien-être
Je vous invite à l'écouter. Alors effectivement, dans les métiers de l'aide à domicile, avant même les diplômes ou les certifications, il y a les compétences humaines qui sont fondamentales et que l'on appelle compétences comportementales. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'elles sont tout autant recherchées par les employeurs que les compétences techniques. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que aider à domicile, c'est intervenir à domicile, c'est intervenir dans le quotidien de la personne, chez elle, dans son intimité et parfois dans des situations de grande fragilité. Donc cela demande avant tout de l'écoute, de l'empathie, de la patience, mais également d'être en capacité de respecter la personne accompagnée et de pouvoir créer avec elle une vraie relation de confiance. Aider à domicile, ce n'est pas faire à la place de quelqu'un, c'est l'accompagner dans son projet de vie. Et son projet de vie, c'est quoi ? C'est rester chez elle, tout en préservant son autonomie et sa dignité. Et pour cela, il faut être en capacité de savoir s'adapter en permanence, savoir faire preuve de flexibilité, comprendre des situations qui sont parfois complexes et être en capacité de créer des relations de confiance. Et ça, non pas avec une personne que l'on va accompagner à domicile, mais avec plusieurs personnes que l'on va accompagner à domicile, puisqu'on est amené à interagir avec plusieurs personnes. Donc ces métiers de l'aide à domicile demandent une vraie intelligence émotionnelle. Il faut à la fois être en capacité de gérer ses propres émotions, celles de la personne que l'on accompagne et surtout accompagner celles des personnes qui entourent cette personne que l'on accompagne, les proches aidants. Ce sont des compétences qui se construisent avec l'expérience et qui sont essentielles pour garantir un accompagnement de qualité. Aujourd'hui, ces compétences, je le disais tout à l'heure, elles sont tout autant recherchées par les employeurs que les compétences techniques. Donc elles tendent à être reconnues parce qu'on a pris conscience que l'aide à domicile, ce n'est pas qu'une simple addition de tâches, c'est un vrai métier, c'est un métier de compétences comportementales et de compétences techniques, je l'ai dit. Et la qualité de l'accompagnement, elle va reposer sur ces compétences relationnelles et humaines qui ont longtemps été considérées comme de compétences naturelles, voire même souvent maternelles, et qui ont donc été rendues invisibles. Et désormais, ce que l'on cherche à faire, c'est à les identifier, à les reconnaître, à les valoriser et à les rechercher pour les recruteurs. Et un autre sujet que je tiens à préciser, puisque je dis que ce sont souvent des compétences qui ont été considérées comme maternelles, eh bien ces métiers ne sont pas plus dédiés à un genre qu'à un autre. Ce ne sont pas des métiers plus féminins que masculins. Ces métiers s'exercent sans distinction de genre. L'important, ce sont les qualités humaines, on l'a dit, c'est de faire preuve d'envie d'accompagner, d'aider, de sens de service et avant toute chose, la diversité des profils que l'on obtiendra, tant en mobilisant des hommes que des femmes dans ces métiers, permettra aussi d'accompagner la diversité des profils des personnes qui sont à accompagner au quotidien. C'est avant tout le sens du travail qui est mené, en l'occurrence par le campus des métiers des qualifications d'excellence, solidarité et bien-être du territoire de La Réunion. C'est justement faire identifier par les recruteurs quelles sont ces compétences comportementales qui sont attendues, comment on peut les faire reconnaître et permettre aux personnes qui vont vers ces métiers ou qui exercent déjà ces métiers de les valoriser. Catherine, quand tu entends ces compétences, est-ce que tu te reconnais et est-ce que tu avais conscience de les développer dans ton métier, dans la vie de tous les jours ? En fait, au tout début, c'était pas facile, on va dire. C'est après, avec le recul, avec l'expérience, et puis aussi avec, j'ai eu des formations, et c'est là que j'ai acquis ces compétences-là pour pouvoir amener au mieux, pour travailler avec les personnes âgées, pour être à leur écoute, à leur service. Merci Catherine. J'en prie. Alors, on a parlé compétences relationnelles. On va parler aussi formation initiale, formation en structure. Donc, est-ce qu'on peut se former à tout âge ? On est demandeur d'emploi, jeune, moins jeune, on souhaite se reconvertir. Quelles sont aussi les possibilités d'évolution, de changer de poste, voire de métier ? Jean-Luc le disait tout à l'heure, certaines envisagent de devenir infirmière. Nous avons interrogé à nouveau Sandrine pour qu'elle puisse nous parler du volet formation. Alors oui,
Pour répondre clairement à la question, il est possible d'accéder à ces métiers de l'aide à domicile via plusieurs modalités, que ce soit la formation initiale pour les jeunes lorsqu'ils sont en établissement scolaire, via la formation continue pour les personnes qui cherchent à se reconvertir ou qui sont en recherche d'emploi, ou encore par la validation des acquis de l'expérience pour les personnes qui ont déjà une première expérience et qui souhaiteraient faire reconnaître cette expérience. Il est important de préciser, pour répondre à votre question, Mélanie, que l'accès à ces métiers peut se faire à tout âge, parce qu'on peut se former tout au long de sa vie. Donc on peut entrer dans ces métiers aussi sans diplôme initial. C'est parfois le choix qui est fait par certains recruteurs. Et on évoquait tout à l'heure les compétences comportementales. Et bien c'est justement parce qu'on saura faire preuve de ces compétences comportementales, de cette motivation, que on pourra être recruté et être formé ensuite, par la suite, tout au long de son parcours professionnel sur des compétences techniques plus particulières. Alors oui, on peut y accéder sans diplôme initial, je le disais, mais il est quand même important de souligner que le secteur s'est profondément professionnalisé et que l'objectif derrière cette professionnalisation et le développement des parcours de formation qui s'est fait, il est à la fois pour sécuriser le parcours professionnel des personnes qui font le choix de ce secteur, mais aussi pour sécuriser le parcours des personnes qui sont accompagnées. Il existe de nombreuses formations qui permettent de s'orienter vers ces métiers de l'aide à domicile, que ce soit des diplômes qui sont portés par l'Éducation nationale, que ce soit des titres professionnels qui soient portés par le ministère du Travail par exemple, ou encore que ce soit des diplômes d'État. Souvent, pour ces métiers, on va entendre parler du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, qui peut être considéré comme la formation de référence. Mais on a également le bac professionnel aide et soins à la personne, des formations modulaires qui peuvent être proposées, des titres professionnels d'assistant de vie aux familles. Donc toutes ces formations, je le disais tout à l'heure, elles peuvent être suivies aussi bien en établissement ou en institut ou en organisme de formation que en formation continue, que obtenue par la valorisation des acquis de l'expérience pour des personnes qui auraient déjà pratiqué et qui souhaiteraient faire reconnaître les expériences qu'elles ont déjà acquises. Cette diversité de profils, d'ailleurs, il est important de le souligner, elle permet de faire face à la diversité de profils des personnes qui sont à accompagner au domicile. Et c'est toute la richesse de ces parcours individuels qui vont faire la richesse de l'accompagnement derrière. Aider à domicile, il faut le voir comme un tremplin professionnel. C'est un métier grâce auquel on peut évoluer. On peut évoluer dans une suite de parcours logiques. On va pouvoir aller vers des missions de coordination, de responsable de secteur. On va pouvoir aussi se lancer dans de la formation, dans du tutorat. Mais ce sont aussi des métiers qui vont permettre d'aller vers d'autres métiers du secteur sanitaire, social et médico-social. Pourquoi ? Parce que les compétences comportementales que l'on évoquait tout à l'heure, ce sont celles qui sont recherchées par l'ensemble du secteur. Et parce que les gestes techniques, les compétences techniques, plus que les gestes qui sont travaillés et acquises, valorisées, ce sont celles qui font le socle de base des métiers des secteurs sanitaires, social et médico-social. Donc, toutes les compétences qui sont acquises dans ce secteur-là, dans l'aide à domicile, qu'elles soient techniques ou comportementales, ce sont des compétences qui sont solides, qui sont transférables et qui vont permettre de se construire une carrière dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et c'est précisément le rôle du campus des métiers et des qualifications d'excellence, solidarité et bien-être, c'est de rendre lisibles ces parcours, de les rendre visibles, tous ces parcours de formation, pour qu'une personne qui souhaiterait s'orienter vers ces métiers, elle puisse justement savoir
quel dispositif elle peut activer. Est-ce que c'est une formation qu'elle doit intégrer? Est-ce que c'est une formation continue sur 1 à 2 années ou sur plusieurs mois? Est-ce que c'est une formation dite plutôt modulaire, c'est-à-dire qu'on va se spécialiser? Ou est-ce que c'est de la valorisation des acquis de l'expérience? Eh bien, c'est en ça que le campus des métiers et des qualifications d'excellence travaille, c'est-à-dire rendre lisible, compréhensible les différentes modalités qui vont permettre à la fois de se préparer à ces métiers et d'évoluer dans les métiers que ça ouvre derrière. Une aide à domicile donc démarre au SMIC et en fonction de ses qualifications, de sa formation, va voir son salaire évoluer. Le cadre réglementaire aussi évolue. Donc dans le parcours professionnel donc de l'aide à domicile, on sait qu'il y a une continuité donc dans les formations. Je prends l'exemple des outils numériques. Donc il faut effectivement que ces aides à domicile se perfectionnent, se renforcent leurs compétences. Aujourd'hui, Anne-Sophie, quelles sont les formations qui sont préconisées dans le parcours ? Oui, c'est très important les outils numériques, mais avant de répondre à ta question, je voudrais juste rappeler un point essentiel dans le secteur des particuliers employeurs, c'est que chaque salarié aide à domicile employé par un particulier employeur peut bénéficier de 58 heures de formation pour développer ses compétences sans frais, ni pour l'employeur, ni pour le salarié. Les coûts pédagogiques sont pris en charge ainsi que les frais annexes. Donc ça, c'est quand même une mesure de notre secteur qui est importante pour professionnaliser le secteur et les salariés. Certes, certains peuvent entrer dans notre secteur sans être diplômés, comme tu le disais tout à l'heure Catherine, mais pour autant, notre branche a ce souhait de professionnaliser les salariés et donc d'être facilitateur, notamment en termes d'aspect financier. Donc il y a aussi un organisme qui est mandaté par la branche professionnelle qui s'appelle Hyperia. C'est un organisme qui permet de labelliser des centres de formation sur le territoire. Il en existe 7 à La Réunion. C'est aussi un organisme qui permet de construire des certificats et des titres professionnels de la branche. Comme tu le disais tout à l'heure, quand quelqu'un se forme et obtient un titre de la branche professionnelle des particuliers employeurs, il peut voir sa rémunération augmenter de 3%. C'est un petit plus qui permet d'inciter à la professionnalisation. Hyperia construit des blocs de compétences. On n'est pas obligé d'aller se former pendant 400 ou 500 heures. On peut se former pendant 100 heures et puis plus tard compléter sa formation, ce qui permet de se former à son rythme, soit sur le territoire, soit à distance. Et donc j'en viens à la compétence du numérique qui effectivement peut être utile pour se former à distance, mais aujourd'hui effectivement nous avons tous besoin de pouvoir utiliser Internet pour consulter ne serait-ce que personnellement tout ce qui est compte bancaire et notamment pour le CESU, chèque emploi service universel, où là le salarié peut consulter son compte pour vérifier que son salaire a bien été versé et que sa fiche de paye est bien présente. S'agissant en dehors des outils numériques et de la communication digitale, il nous semble important de préciser que les domaines prioritaires restent tout de même tout ce qui est lié à l'accompagnement de la perte d'autonomie, la prévention des risques professionnels et la sécurité, les compétences relationnelles et la posture professionnelle, l'adaptation aux situations complexes telles que le handicap, les troubles cognitifs. On sait bien que les personnes âgées, certaines peuvent être atteintes de maladies neurodégénératives et c'est important d'accompagner, de former les aides à domicile pour ces publics notamment. Et puis l'organisation et l'autonomie dans le travail. Donc notre branche professionnelle forme aussi des demandeurs d'emploi. Donc là, c'est pas ça répond pas à la question puisqu'on parlait des salariés en activité, mais il existe quand même des formations flash qui permettent aux jeunes et aux éloignés de l'emploi d'intégrer notre secteur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à la première heure déclarée, sans ancienneté, on peut bénéficier déjà de 58 heures de formation pour développer ses compétences, ce qui permet vraiment d'intégrer le secteur et puis d'évoluer et de se sentir épanoui
et de perdurer en fait dans l'emploi et de trouver de nouveaux employeurs en fait. Quand on a une formation, même si elle n'est pas diplômante, ça permet d'avoir une plus-value dans son CV et ça permet de trouver un emploi auprès d'un particulier employeur ou d'un autre secteur en fait. C'est vraiment les salariés des particuliers employeurs en général ont 3 particuliers employeurs, mais des fois ils peuvent aussi travailler pour une association ou une autre structure. Une autre structure. Alors, On essaie d'avancer tous ensemble, comme le disait Jean-Hugues tout à l'heure. Alors, je me retourne vers toi, Jean-Hugues, dans le cadre justement d'une aide à domicile qui est employée par une structure privée ou associative. Quelles formations sont proposées à ces professionnels ? Je pense qu'Anne-Sophie a déjà fait le tour de tout le panel des formations nécessaires. Je reviendrai plus ou pas sur les formations comportementales et aussi la gestion des émotions et tout ça. Mais si on reste sur le côté professionnel des formations, tout ce qui va toucher à l'accompagnement des personnes, on a employé le mot de situation complexe tout à l'heure, des personnes âgées aussi qui commencent à avoir quelques difficultés pour reconnaître le quotidien, donc il faut pouvoir les soutenir. C'est pour ça qu'il est nécessaire depuis aujourd'hui d'entamer cette démarche-là de formation de nos personnels vers ce type de prise en charge. Et ça prouve bien que les besoins et la demande évoluent. Vous voyez, nous ne sommes plus dans « je viens, je fais du ménage, du repassage, j'accompagne ». Il y a vraiment presque, on parlait en aparté avec Catherine, du soin que feront nos aides à domicile. Alors aujourd'hui, ce n'est pas reconnu. Je pense que dans le temps, ça va venir et il faut depuis aujourd'hui former toutes nos aides à domicile à ces maintiens-là. Il y a des formations qu'on fait chez nous dans les métiers, c'est des modules, c'est pour faire monter en compétence sur un point précis, les maladies dégénératives, donc il faut spécialiser nos aides à domicile là-dessus. Il y a des formations qualifiantes, certifiantes, donc on prend pas mal de Pro A, des salariés déjà chez nous, pour en faire des montées en compétences, arriver à des titres professionnels reconnus par la profession et qui peut être demain matin monnayés. Tu disais qu'on pouvait changer demain matin d'employeur, de structure. Donc on a un titre professionnel dans les mains, ça vaut de l'argent par rapport à l'expérience pure qu'on aurait acquise. Il y a aussi les chemins de l'apprentissage. Donc c'est un gros moyen pour nous et pour les jeunes qui arrivent de tester nos métiers, de voir leur compatibilité, les qualités humaines dont on a besoin, parce que parfois on pense que c'est facile, entre guillemets. Et quand on est au pied du mur, on voit qu'on a besoin de formation, on a besoin de compétences. Au niveau des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec France Compétences sur des domaines de POI. Donc la personne peut venir dans l'entreprise travailler un certain temps d'immersion. Ça lui plaît, ça reste pas. Et on a, et pour l'employeur et pour le salarié, futur salarié, cette possibilité de se rencontrer et de faire. Parce qu'il y a énormément de dispositifs qu'on peut faire. La première volonté, c'est la motivation et l'envie. Et bien entendu, après, toutes les qualités comportementales dont on a parlé tout à l'heure, l'empathie, le besoin d'écoute et tout ça, ça, si on l'a pas, c'est difficile de le faire. D'accord. Merci Jean-Hugues. Catherine ? Oui, je souhaite rebondir à ce que M. Gourdin a dit. En fait, pouvoir monter en compétences. Parce que nous, le métier qu'on fait, on fait aussi comme le métier d'une aide-soignante. On change, on fait de l'aide à l'habillage, change. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le salaire reste le même, ça ne bouge pas. Donc, pour permettre, pour nous donner de la valeur, ce serait bien d'augmenter le salaire. Et puis, comme ça va inciter aux jeunes pour venir travailler, pour se lancer dans ce domaine-là. D'accord. Et justement, alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui hésitent à se lancer ? Quel serait ton message, justement ? Alors, je dis des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, des personnes en reconversion, qui ont envie d'entrer dans ce métier. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, je dis aux jeunes qui voudraient se lancer, n'ayez pas peur, faites le pas, parce que ça, c'est un métier qui touche l'humain. Et puis, si un jeune qui aime être à l'écoute, être à l'écoute de la personne, avoir de l'empathie, justement de venir vers ce métier-là, parce que ça, c'est un métier d'avenir et on en aura besoin à l'avenir pour des jeunes pour travailler, pour remplacer les personnes qui sont âgées, qui vont partir en retraite.
Merci Catherine. Je peux rebondir Oui, bien sûr. si le temps est limité, mais pour enchérir ce que vient de dire Catherine, justement, c'est cette diversité de professions qu'on peut trouver et de l'évolution des métiers de l'aide à domicile, avec un grand A, si je puis m'exprimer ainsi, c'est ça. C'est pouvoir, les compétences qui aujourd'hui ont fait fonction d'eux. Elles ne sont pas reconnues, nos statuts nous empêchent de faire, donc nous ne pouvons pas reconnaître le travail fait par les aides à domicile pour majorer le salaire juste sur ce petit point-là, pas sur les autres compétences. Faire évoluer les mentalités, faire évoluer aussi notre professionnalisme à la maison, à domicile, et voir que toutes ces tâches qui aujourd'hui nous incombent, qui ne sont pas reconnues, mais il faut qu'à un instant T, elles le soient. Et ça aussi, dont je parlais tout à l'heure, de faire des tournées pour l'aide ménagère, la PA, la PCH, après-demain, faire des tournées d'aide-soignants carrément. Donc c'est dans les tuyaux, ça fait un moment qu'on en parle, mais maintenant, comment ça va se décrire sur le territoire et dans quel temps, c'est là le gros problème. J'ai dans mes équipes des aides-soignants, qualifiés aides-soignants, mais qui font de l'AES chez moi parce que c'est comme ça, c'est les textes. Voyez. Et puis moi, je veux dire, certes, parce que nous, on nous dit aide à domicile, mais aide à domicile s'occupe des personnes qui ont de grosses pathologies. Par exemple, comme les schizophrènes, les personnes dépressives, les Alzheimer, maladie de Charcot. Tout ça, il faut avoir une formation, il faut connaître, il faut savoir comment s'y prendre avec ces personnes-là. Quand on arrive au domicile de ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on est face à une situation un peu difficile, il y a des imprévus, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment guider la personne. On arrive chez une personne qui est en pleurs, qui est en mode de solitude, qui dit « je veux me suicider, j'ai plus envie de vivre ». Il faut trouver des mots justes pour rassurer ces personnes-là. Pour faire donner de la vie, redonner du baume au cœur à ces personnes-là pour dire que, non, tu existes, même que tu es vieux, tu es vieille, tu as le droit de vivre. Il ne faut pas penser, il faut essayer d'enlever ça de sa tête. Ouais. Ouais. Et pour ça, nous, les aides à domicile, nous, il faut qu'on a aussi, dans notre tête, il faut qu'on soit fort aussi. Il faut qu'on a quand même une carcasse assez solide pour porter tout ça, parce que après ça, on a notre vie de famille à gérer. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut couper pour après entamer sa vie de famille et demain matin et revenir l'aide à domicile pour s'occuper de ces personnes-là. Donc tous ces permettre, je trouve que je voudrais vous le féliciter. Toutes les aides à domicile en fait de Lille et de Navarre, parce que sans vous, nos Gramoun et puis d'autres personnes ne pourraient pas être épanouies, parce que vous leur donnez du baume au cœur, vous les aidez dans les actes de la vie quotidienne à rester autonomes. Et c'est vrai que quand on veut être maintenu à son domicile et garder en autonomie, sans vous, on ne pourrait pas continuer à s'épanouir dans sa vie. Et donc je voudrais vous remercier tout simplement. Donc ces témoignages à vous tous nous permettent de mettre vraiment en lumière que c'est un métier profondément humain. C'est celui de l'aide à domicile, et quelles que soient ses modalités d'exercice, il repose toujours donc sur des valeurs essentielles, le lien, la confiance, la présence, l'empathie. Et c'est donc en cette journée nationale de l'aide à domicile qu'on remercie toutes les aides à domicile qui sont en activité. Et on te remercie, Catherine, d'être venue parler de ton parcours. On remercie aussi les professionnels qui sont venus apporter leur expertise en tant que représentants de fédération et en tant que dirigeants, et ainsi que le regard de Ophélie sur tout l'aspect psychologie et accompagnement aussi bien des proches aidants, des aidés, mais aussi des professionnels et notamment des aides à domicile. Vous pourrez retrouver toutes les activités, les actualités aussi du GIP SAP en vous abonnant sur la petite icône en bas. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour qu'elle soit vue et entendue de tous et d'un large public. Encore une fois, on sait que le métier d'aide à domicile est un métier qui est porteur de sens, qui est aussi un secteur où on va embaucher, on a besoin de ces professionnels, et je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt.